Bonsoir, donc nous sommes le vendredi 20 janvier 2017. Nous allons mener une réflexion dans le cadre de Philopop sur la question de la sécurité. Alors, cette question est au programme des élèves qui préparent l'épreuve de culture générale des instituts d'études politiques de province. Donc, c'est pour cela que je la traite. Et je m'adresse évidemment principalement à eux, mais je pense que cette réflexion ne se limite pas à cette préoccupation, qu'elle peut intéresser bien d'autres personnes. Donc je la mets aussi à leur disposition. Et elle sera l'occasion de montrer comment la lecture des grandes œuvres philosophiques, je pense à l'Esprit des lois de Montesquieu ou au Léviathan de Thomas Hobbes, eh bien, comment cette lecture peut, d'une certaine façon, nous permettre de réfléchir à des problèmes d'actualité, comme ceux auxquels nous avons affaire depuis les attentats terroristes. Voilà, concernant par exemple la question de l'état d'urgence. Alors, bien sûr, je me suis surtout appuyé sur ces œuvres, mais je voudrais signaler que des ouvrages très intéressants ont été produits par des philosophes contemporains sur la question, et je les signale tout de même déjà. Je pense au livre de Michael Fessel, État de vigilance, publié dans la collection Essai. Je pense à l'ouvrage de Jean-Claude Monod, Penser l'ennemi, affronter l'exception, dans la collection La Découverte. Et puis, j'attire aussi l'attention sur l'ouvrage d'une juriste, Mireille Delmas-Marty, qui a écrit il y a quelques années un livre très intéressant sur le sujet, très important, très instructif, qui s'appelle « Liberté et sûreté dans un monde dangereux ». Alors, pour commencer, je dirais que peu de temps après le massacre terroriste du 13 novembre 2015 au Bataclan, le président de la République prit la décision d'annoncer l'état d'urgence avant de le faire voter par le Parlement. Et quelques jours après, le Premier ministre affirma solennellement devant l'Assemblée nationale que la sécurité est la première des libertés. Et il ajouta « C'est pourquoi d'autres libertés pourront être limitées ». Alors on peut avoir sur l'état d'urgence des avis divergents, des avis opposés. Est-ce qu'il faut par exemple admettre qu'il est parfois nécessaire de recourir à cet état pour faire face à des circonstances exceptionnelles? Est-ce que des actes terroristes, aussi traumatisants soient-ils, évidemment ceux qui se sont déroulés en 2015 ont été particulièrement, est-ce que des actes terroristes constituent véritablement une menace pour l'existence de l'État et de la nation, comme c'est le cas d'une guerre? Et puis, autre question qu'on peut encore poser, est-ce que l'état d'urgence est un dispositif véritablement efficace? Est-ce que il est nécessaire pour parvenir vraiment à empêcher les entreprises terroristes? Ou est-ce qu'il ne risque pas de toucher d'autres cibles, comme on a pu observer d'ailleurs malheureusement en décembre 2015, dès les premiers jours de l'application de l'état d'urgence, on a pu s'apercevoir qu'il avait servi à assigner la résidence des militants écologistes au moment de la COP 21. Alors, toutes ces questions, évidemment, engagent bien des analyses et des discussions qui dépassent les limites de la réflexion que nous allons mener ici. Nous nous borderons à nous demander si l'on peut considérer la sécurité comme la première des libertés, puisque c'est la formule qui avait été employée par le Premier ministre en exercice à l'époque, mais qui n'est pas seulement de son cru, puisque bien avant lui, déjà d'autres hommes politiques l'avaient utilisée. Avant d'aborder l'examen de cette formule sur le fond, il n'est pas intéressant d'examiner la justification que les hommes politiques qui y ont eu recours lui ont généralement donnée, quand on leur demandait notamment d'en établir le bien fondé. Ainsi, selon ces hommes politiques, l'exigence de sécurité
se trouverait déjà formulée dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Or, que dit exactement l'article 2 ? Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Dans cet article 2, vous avez pu vous en rendre compte, on ne trouve pas le mot de sécurité, on trouve le mot de sûreté. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une simple querelle de mots ? Est-ce que la sécurité n'est pas finalement la même chose que la sûreté ? Pas vraiment, si on en juge, notamment par l'usage qu'en a fait le philosophe Montesquieu dans l'Esprit des lois, 1748, dont la philosophie, d'ailleurs, a souvent été considérée comme l'une des sources d'inspiration de la Déclaration. En effet, c'est par le terme de sûreté que Montesquieu définit la liberté politique, notamment au chapitre 2 du livre 12 de l'Esprit des lois. Je cite un petit passage de ce chapitre. Voilà la définition que Montesquieu donne de la liberté politique. Elle consiste dans la sûreté, ou du moins dans l'opinion qu'on a de sa sûreté. Donc vous voyez que la liberté politique consiste avant tout dans la protection des lois. Elle est le sentiment de confiance dont les citoyens bénéficient lorsqu'ils se sentent protégés par les lois et se trouvent à l'abri de toute forme d'arbitraire. Donc, alors vous me direz qu'il peut paraître tout de même assez étrange ici que Montesquieu identifie la liberté politique au fait de se sentir protégé par les lois et non pas au fait de faire les lois. C'est vrai que Montesquieu ne définit pas la liberté politique comme l'exercice d'une volonté. Serait-elle la volonté du peuple ? Alors pourquoi justement ne définit-il pas la liberté politique par l'exercice d'une volonté ? Parce que, selon Montesquieu, effectivement, la volonté est par nature dangereuse. La volonté est par nature dangereuse car elle est toujours tentée d'abuser en imposant ses caprices, quel que soit le détenteur de cette volonté. Ainsi, même dans la démocratie, même la démocratie, qui est le régime politique où le peuple exerce le pouvoir, où il obéit aux lois dont il est lui-même l'auteur, eh bien même la démocratie est un régime qui peut devenir despotique et menacer la vie et la liberté des citoyens. Et c'est le cas, notamment lorsqu'elle prétend exprimer immédiatement la volonté du peuple. C'est le cas lorsque le peuple exerce directement tous les pouvoirs, que ce soit le pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire. Alors, dans une telle démocratie, chacun se trouve à la merci de tout le monde. C'est ce que montre l'exemple des tribunaux populaires qui existaient sous la démocratie athénienne, où les jurés se laissaient emporter par leur passion et prononçaient aveuglément des accusations de crime. Et comme l'explique Montesquieu, toujours dans le même chapitre, le chapitre 2 du livre 12 de l'Esprit des lois, je cite, « La sûreté n'est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C'est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté des citoyens. » La sûreté est attaquée, en effet, quand ce que Montesquieu appelle les lois criminelles, ce que nous appelons nous le droit pénal, est arbitraire. C'est le cas, par exemple, quand les motifs d'accusation ont un contenu si vague qu'ils laissent prise à toutes sortes d'interprétations. C'était par exemple le cas au XVIIIe siècle de l'accusation de crime de lèse-majesté, qui pouvait effectivement être susceptible de toutes sortes d'interprétations. C'est le cas quand il n'y a aucune proportionnalité entre la nature des délits et des crimes et les sanctions prononcées. C'est le cas quand il n'y a aucune enquête fondée, comme dit Montesquieu, sur des règles sûres qui permettent d'établir la vérité de l'accusation. C'est le cas enfin
quand le présumé coupable n'est pas considéré comme un citoyen dont il faut d'abord protéger les droits avant d'établir sa culpabilité et de prononcer une peine. Si ce n'est pas le cas, en effet, si on ne protège pas, dans un premier temps, les droits du citoyen, pour le juger de manière équitable, eh bien n'importe quel citoyen est à ce moment-là exposé à être déclaré coupable sans véritable jugement et à être puni éventuellement pour des crimes qu'il n'a pas commis. Je cite Montesquieu à nouveau, parce que c'est une formule, je pense, très importante. Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus. Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus. Or, justement, venons à notre actualité. En permettant de mener à tout moment des perquisitions administratives sans autorisation judiciaire préalable, d'assigner à résidence tout individu considéré comme suspect, même s'il n'a commis aucun délit, aucun crime, eh bien l'état d'urgence ne protège pas la liberté politique des citoyens. L'état d'urgence menace, au contraire, leur sûreté. On voit en tout cas que les exigences qui, selon Montesquieu, doivent être satisfaites pour garantir la sûreté des citoyens sont en contradiction avec l'impératif de sécurité tel qu'il est aujourd'hui invoqué. Alors que la sûreté exige qu'on limite les prérogatives de l'État, l'impératif sécuritaire en appelle au contraire à son renforcement et implique une action publique qui recourt à des mesures d'exception dérogeant au cadre légal ordinaire. Et pour un philosophe comme Montesquieu, la menace principale, elle vient toujours du pouvoir politique. Parce que le pouvoir politique, il est toujours tenté d'abuser. Même s'il n'est pas un pouvoir despotique, même si on n'est pas dans un état despotique, même dans le cas d'un état de droit. Quand bien même, je répète, ce pouvoir serait un pouvoir réglé par des lois. Et pour éviter cette menace, eh bien, il faut deux choses, selon Montesquieu. La première, c'est qu'il faut d'abord mettre en place un dispositif qui empêche l'abus de pouvoir. Son analyse est très connue ici, c'est-à-dire que ce dispositif, qu'il appelle une constitution, eh bien, ce dispositif vise précisément à écarter toute concentration du pouvoir en divisant le pouvoir en plusieurs fonctions et en distribuant ces fonctions à des organes différents. Il faut par exemple, je prends un exemple, il faut éviter par exemple que la puissance législatrice et la puissance exécutrice soient dans les mêmes mains. Il faut séparer la fonction judiciaire de ces deux puissances. La formule est célèbre, je la cite, pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut, par la disposition des choses, que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est en faisant en sorte que la puissance législatrice empêche la puissance exécutrice d'abuser de son pouvoir, et réciproquement, eh bien qu'on limite le risque d'arbitraire. Tout cela est clairement expliqué dans le fameux chapitre 6 sur la Constitution d'Angleterre, du livre 11 de l'Esprit des lois. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, parce que, comme on l'a dit aussi, il faut s'assurer de l'élaboration de bonnes lois criminelles, c'est-à-dire des lois qui protègent l'innocence des citoyens et proportionnent rigoureusement les peines qui sont prononcées à la nature des délits et des crimes qui sont effectivement commis. Et ici, justement, je terminerai sur ce point aujourd'hui, il faut bien mesurer le changement d'orientation qu'implique le changement de dénomination quand on substitue au terme de sûreté le terme de sécurité. Je veux ici simplement montrer que non seulement ce n'est pas le même mot, mais le changement de mot implique une toute autre orientation. En mettant l'accent sur la sécurité,
En prononçant par exemple l'état d'urgence au nom de la guerre contre le terrorisme, on risque de détruire la sûreté. Puisqu'il s'agit de donner toute latitude au pouvoir exécutif et de lui permettre de prendre toutes les mesures exceptionnelles qu'il juge appropriées pour répondre à la situation. L'essentiel, ici, de ce point de vue, c'est d'abord de défendre l'État. L'État et les citoyens qui composent la société. Comme si l'ensemble formait un tout indissoluble, comme s'il s'agissait d'un corps qu'il faut défendre contre un ennemi qui est prêt à tout pour le détruire. À partir de là, les intrusions de l'État dans la vie privée des citoyens apparaissent légitimes, si elles sont le moyen de récolter des renseignements précieux sur les entreprises terroristes et les empêcher. À partir de là, l'État peut assigner à résidence des individus dès lors qu'ils paraissent suspects, même s'ils n'ont pas commis de délit, même s'ils n'ont pas commis de crime. Dès lors, vous voyez ce qui est en train de se profiler, ce qui est en train d'apparaître, on va voir la figure de l'ennemi potentiel, de l'homme dangereux pour la société, prendre le dessus sur la figure du criminel. C'est-à-dire que les mesures qu'on appelle aujourd'hui de sûreté, mais qu'il faudrait peut-être plutôt appeler mesures de sécurité, les mesures dites de sûreté ne prennent plus pour fondement les actes effectifs d'un individu, mais ses actions potentielles. L'état de droit tend alors à ce moment-là à se transformer en état sécuritaire, préoccupé essentiellement d'évaluer la dangerosité d'individus ou de groupes d'individus et à prévenir ainsi toute forme de risque pour sauvegarder, pour sauver, pour défendre la société.